5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Chères auditrices, chers auditeurs, ravis de vous retrouver dans Respiration sur la radio Alig, votre émission qui aborde la question du souffle, de l'énergie, du chi, au travers de tout ce qui peut nous mettre en mouvement et la faire circuler. Alors ça tombe bien, aujourd'hui, notre thème est les articulations du souffle énergie et je rencontre Marc Sokol, autour de son livre « Initiez-vous à l'énergie chinoise » qui est paru chez Larousse. Alors pour rentrer dans cette douce ambiance, on va écouter le morceau « Renaissance » de l'album « Dreamy Guitars » de Nicolas Parent, un guitariste que j'aime bien, que j'ai déjà programmé ici. Et c'est paru chez Sesame Music Agency, librairie musicale indépendante. D'écouter Renaissance, un morceau de Nicolas Parent. Et bien, je suis aujourd'hui avec Marc Sokol. Bonjour Marc. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans l'écrin du studio de Respiration. Alors vous êtes un spécialiste de l'énergétique chinoise. Et pourriez-vous nous parler un peu de ce parcours où la poésie, je crois, a son importance? Oui. La poésie est centrale. J'étais obsédé, quand j'étais beaucoup plus jeune, par la recherche d'une vie poétique. D'une vie poétique ne voulait pas dire nécessairement écrire des textes. C'était une certaine relation à la vie, au monde. À l'époque,
je me méfiais beaucoup du terme spirituel, qui était pour moi très connoté. J'étais très libertaire et voilà, et tout ça. Mais donc oui, la poésie est centrale, et je cherchais une manière de penser et d'agir qui soit de type poétique et qui agisse sur le monde. Voilà. Et alors, est-ce que c'est ça qui vous a conduit à rencontrer d'abord la pensée taoïste, peut-être ? Oui, absolument. Et quand on dit taoïste, on est un peu piégé par le isme, iste, parce que chez nous, c'est une idéologie. Voilà. Mais en fait, les taoïstes, c'est les gens du voyage, du chemin. Tao, ça veut dire chemin. Ouais. Donc, c'est pas qu'on croit au chemin. C'est pas qu'on croit au Tao. C'est pas que croit au Tao comme on croirait en un dieu ou en ceci ou en cela. C'est qu'on est conscient d'être sur un chemin. Donc, c'est ça qui m'a... C'est par ce biais-là que je suis rentré là-dedans. Par le voyage. Et vous êtes allé du coup en voyage là-bas, Pas aux en Chine. sources du taoïsme ? Non. Je suis allé en voyage en Amérique du Sud. Je suis allé en voyage en Chine tardivement. Et pour en faire... 5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Chères auditrices, chers auditeurs, ravis de vous retrouver dans Respiration sur la radio Alig, votre émission qui aborde la question du souffle, de l'énergie, du chi, au travers de tout ce qui peut nous mettre en mouvement et la faire circuler. Alors ça tombe bien, aujourd'hui, notre thème est les articulations du souffle énergie, et je rencontre Marc Sokol autour de son livre « Initiez-vous à l'énergie chinoise » qui est paru chez Larousse. Alors pour rentrer dans cette douce ambiance, on va écouter le morceau « Renaissance » de l'album « Dreamy Guitars » de Nicolas Parent, un guitariste que j'aime bien, que j'ai déjà programmé ici, et c'est paru chez Sesame Music Agency, librairie musicale indépendante.
écouter Renaissance, un morceau de Nicolas Parent. Et eh bien, je suis aujourd'hui avec Marc Sokol. Bonjour Marc. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans l'écrin du studio de respiration. Alors, vous êtes un spécialiste de l'énergétique chinoise. Et pourriez-vous nous parler un peu de ce parcours où la poésie, je crois, a son importance? Oui. La poésie est centrale. J'étais obsédé, quand j'étais beaucoup plus jeune, par la recherche d'une vie poétique. D'une vie poétique ne voulait pas dire nécessairement écrire des textes. C'était une certaine relation à la vie, au monde. À l'époque, je me méfiais beaucoup du terme spirituel, qui était pour moi très connoté. J'étais très libertaire et voilà, et tout ça. Mais donc oui, la poésie est centrale. Et je cherchais une manière de penser et d'agir qui soit de type poétique et qui agisse sur le monde. Voilà. Et alors, est-ce que c'est ça qui vous a conduit à rencontrer d'abord la pensée taoïste, peut-être? Oui, absolument. Et quand on dit taoïste, on est un peu piégé par le isme, parce que chez nous, c'est une idéologie. Voilà. Mais en fait, les taoïstes, c'est les gens du voyage, du chemin. Tao, ça veut dire chemin. Ouais. Donc, c'est pas qu'on croit au chemin. C'est pas qu'on croit au Tao. C'est pas que croire au Tao comme on croirait en un dieu ou en ceci ou en cela. C'est qu'on est conscient d'être sur un chemin. Donc, c'est ça qui m'a... C'est par ce biais-là que je suis rentré là-dedans. Par le voyage. Et vous êtes allé du coup en voyage là-bas Pas aux en Chine. sources du taoïsme? Non. Je suis allé en voyage en Amérique du Sud. Je suis allé en voyage en Chine tardivement. Et pour faire une conférence, pour faire des... Voilà, je ne suis pas allé apprendre en Chine. J'ai fréquenté en France des gens qui travaillaient vraiment là-dessus, beaucoup à partir des textes, du chinois, des pratiques méditatives, corporelles, à une époque où les Chinois s'y intéressaient pas tellement. Oui. Alors, parmi d'ailleurs les gens que vous avez fréquentés, vous allez nous en parler. Il y a Elisabeth Rochat de la Vallée, il y a Claude Lard et Jean-Marc Essalé. Oui. En fait, c'est surtout Jean-Marc Essalé qui a eu une importance très grande dans mon chemin, puisque ça a vraiment été mon grand frère. Et on a une anecdote, par exemple, quand j'ai rencontré Jean-Marc, c'est autour de la méditation et des pratiques de mouvement, qu'à l'époque on n'appelait pas de Qigong. Il n'y avait pas de mots, on faisait. Et voilà, donc c'est beaucoup là-dedans, dans cette rencontre-là. Et d'ailleurs, une chose qui me touchait beaucoup, j'avais pris l'habitude de m'asseoir tous les matins et de m'écouter respirer et au bout d'un moment, mon corps a déployé des mouvements de soi-même. Et quand j'ai rencontré Jean-Marc Essalé, il pratiquait des mouvements. Et je lui ai dit, mais tu sais, c'est drôle, c'est curieux, les mouvements que tu m'enseignes, mon corps les connaît parce que c'est eux qui sortent spontanément quand je m'assois en silence. C'est extraordinaire parce que cette expérience-là, on la vit des fois après avoir fait pas mal d'années de Qigong ou de Tai Chi. Et là, on se rend compte qu'effectivement, le corps se met en mouvement tout seul. Et vous l'avez trouvé comme ça, instinctivement. À l'époque, je fréquentais le théâtre, les pratiques de théâtre un peu expérimentales, etc. Je cherchais un outil pour aborder le corps, la vie autrement. Et je l'ai trouvé comme ça spontanément, puis après Jean-Marc Essalé m'a apporté tout ce qui... tout ce qui allait avec ça. D'ailleurs, lui-même m'a dit qu'il avait fait la même chose une douzaine d'années avant. C'est-à-dire qu'il avait laissé son corps faire des mouvements et qu'il s'était rendu compte
qu'il a trouvé après dans des ouvrages que c'était des pratiques chinoises. Oui, d'ailleurs, il fait la préface de votre livre. Oui. Donc, initiez-vous à l'énergie chinoise, à Énergétique. l'énergétique, pardon, qui est paru en 2024. Et du coup, Marc, dites-moi, le voyage, c'est un voyage dans le corps alors? Oui, un voyage dans le corps. Peut-être aussi dans la pensée, dans la parole, dans les émotions, un voyage. Et puis, moi, j'étais aussi un voyage dans la géographie. J'aimais aussi beaucoup aller dans des territoires inconnus, inconnus de moi. Beaucoup en Amérique du Sud. Mais oui, c'est... Et dans vos voyages en Amérique du Sud, qu'est-ce que vous avez rencontré qui a nourri cette Rien recherche du non, chemin? c'est le voyage lui-même. J'ai pas fait des rencontres spéciales. On rêvait tous de Dom Juan et de Castaneda, mais, C'est sûr, mais on les rencontrait pas au coin de la rue. c'est clair. Non. Mais par contre, le quotidien du voyage a été très important pour moi. Donc vous êtes allé au Mexique alors? Oui, au Mexique. Enfin, jusqu'en Bolivie. Enfin, j'ai descendu une année. D'accord. Et on a parlé de Jean-Marc et Salé dans vos relations, mais qu'en est-il des deux autres personnages que j'ai évoqués? Les deux autres sont tout à fait passionnants. Jean-Marc et Salé, il y a un lien personnel, affectif, etc., très fort. Ouais, les deux autres aussi, mine de rien. J'ai surtout travaillé avec Elisabeth Rochat de la Vallée, mais là, j'étais déjà lancé dans des démarches chinoises, je veux dire, sur la Chine, et on faisait un petit groupe de travail sur les textes chinois. Je travaillais les textes chinois avec Jean-Marc et Salé, et je les travaillais aussi avec Elisabeth, d'une manière très différente. Vous avez donc appris le chinois et J'ai pas appris le chinois, j'ai travaillé sur le chinois. Ouais. C'est un peu compliqué. Je connais pas. D'abord, je connais pas. Je sais pas parler. Je serais incapable de demander mon chemin pour aller jusqu'à la guerre. Mais si on est dans des textes médicaux, philosophiques, spirituels, j'ai des repères. Je reconnais certains idéogrammes et je comprends un peu. En tout cas, j'ai toujours travaillé à partir de ça, parce que ça, c'était une des choses que m'a appris Jean-Marc Salé. Il disait souvent, moi je l'ai redit quand je suis allé en Chine, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit aux Chinois, nous avons 2 maîtres, notre corps et le texte. Et ça m'a complètement passionné dans les 2 cas. Et alors Elisabeth, c'est vraiment une spécialiste du texte, c'est une sinologue. On a beaucoup travaillé, on faisait un petit groupe, on se réunissait certains soirs et on travaillait vraiment sur le texte chinois. Et Claude Lard, le père Lard, c'est un peu j'allais dire, c'était presque un couple, enfin pas un couple au sens... je veux dire, c'est un couple de chercheurs. Voilà, ils travaillaient beaucoup ensemble. Et le père Lard, je l'ai moins connu, peu connu, mais c'était très touchant parce qu'à chaque fois que je l'ai rencontré, il me lançait des... Voilà, il était très... Il me signifiait qu'il était intéressé par ma démarche, etc. Et il me donnait des pistes. Voilà. Voilà. Donc c'est des grandes personnes. Voilà. Et donc ensuite, on parle de votre parcours. Donc vous êtes devenu médecin chinois, acupuncteur. Oui, j'ai continué. Donc je suis rentré dans cet univers par le voyage. C'est-à-dire que j'avais pas de but. Hein, c'est vraiment ça. Vous savez, une phrase de Chuang Tzu que j'aime beaucoup où il dit le véritable but du voyageur, c'est de ne plus savoir où il va. Voilà. Très joli. J'étais tout à fait dans ce genre de démarche. Et puis au bout d'un moment, ça commence à aller quand même quelque part. En tout cas, pas comme un but, mais comme une possibilité. Enfin, à un moment, ça devenait important d'approfondir la médecine chinoise parce que
j'allais dire, je le dis en plaisantant comme ça, bien sûr que c'est une plaisanterie, ma névrose principale, c'est d'avoir envie d'être utile. Mhm. C'était vraiment... Donc, c'était très important pour moi qu'il y ait un lien avec les autres humains qui soit d'une utilité. Donc, apprendre à soigner a été très important, puis je me débrouille pas mal là-dedans, quoi. Ok. Et donc, vous pratiquez l'acupuncture ou les acupressions, Voilà, toutes ces choses-là. Voilà. Et vous consultez en tant que médecin? Non, je ne suis pas médecin. Non. C'est pour ça que je ne parle pas d'acupuncture, de médecine chinoise. Ouais. Je ne suis pas médecin. Je fais des massages, je connais tout ça. Ouais, d'accord. Je connais cet univers. Je dis toujours que mon travail, c'est un tissage entre le corps et la parole. D'accord, super. Voilà. C'est super. J'écoute les gens. Des fois, je leur dis, vous me parlez en français, je vous réponds en point. Oui, voilà. donc c'est de l'accompagnement, en fait, Voilà. on peut dire. Hein, c'est un voyage. Ouais, c'est joli. Très sympa. Bon, bah écoutez, moi je vous propose de faire une petite pause médicale, j'allais dire, médicinale. Une petite... Mais oui, parce que la musique nous soigne aussi. Hein. Oh oui. On écoute un autre morceau de Nicolas Parent de son dernier opus Dreaming Guitars. C'est le morceau Spirit. Bien. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Chers amis, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Marc Sokol. Vous êtes dans Respiration et on va parler des articulations, du souffle énergie. Alors commençons par poser le contexte. Bon, on l'a déjà posé un petit peu tout à l'heure. Donc, dans votre livre, Initiez-vous à l'énergétique chinoise, qui aborde les fondements de l'énergétique, en parlant de la pensée traditionnelle chinoise, de la médecine chinoise, à un moment, vous évoquez un enseignement en spirale, ce qui peut paraître assez déroutant pour notre mode de pensée habituel. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui. Alors, en fait, il y a un mode de connaissance qui est différent. C'est comme les modes de connaissance initiatiques.
on repasse, c'est pas petit A implique petit B qui implique petit C. On fait un cheminement et on repasse par des points qu'on a déjà vus. C'est pour ça qu'on peut réétudier souvent les mêmes textes. Comme en alchéo, on dit leggere, lis, relis. C'est-à-dire qu'on repasse, mais comme entre-temps, on a changé de point de vue. On a pris une certaine altitude. Le paysage n'est pas le même. Hein, et c'est pas qu'on va découvrir des terres complètement nouvelles dans le sens où on ne serait jamais allé, mais on ne les a jamais vues comme ça. Et quand moi je réétudie des textes que j'ai déjà vus des dizaines de fois, et tout d'un coup il y a une révélation. Mais c'est pareil, je crois, dans toute discipline artistique. Il y a un moment où quelque chose qu'on croit connaître très bien, apparaît sous un jour nouveau. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai, parce que d'ailleurs, dans la pratique des arts martiaux, par exemple, un maître ne rechigne jamais à refaire les bases. Exactement. Parce qu'en fait, on va refaire les bases, mais avec un corps qui a changé, etc. Tout est contenu dans... Et c'est comme même les textes occidentaux. Regardez, quand on travaille sur la Bible, le Bereshit, le premier mot, contient des trésors qu'on ne commence à percevoir qu'une fois qu'on a fait tout un voyage dans tout le reste du livre, et qu'on revient au début, et qu'on se rend compte qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qu'on n'était pas capable de voir à ce moment-là. Ouais. Mais ça, on l'a dans plein de trucs. Alors, si on repasse toujours justement un petit peu par les bases, même si dans cette émission, on en a déjà parlé plus d'une fois. Oui. J'aime bien votre définition du ki, ou du chi. Alors, je vais la lire, qui est dans le livre. Le ki circule en nous et autour de nous, tantôt croissant, tantôt décroissant, jamais statique. Empruntant des canaux, des chemins, il découpe les formes comme le vent sculpte un paysage, change en fonction des saisons, des âges et des événements de la vie. Tout ce qui existe est constitué et traversé par cette énergie qui circule partout, entre le ciel et la terre. Oui. Alors, c'est joliment tourné, d'autant plus qu'on retrouve votre fil conducteur du paysage. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le chi, c'est ce qui dessine les formes. C'est ce qui va comme sculpter un paysage. Et le paysage humain. Et le paysage, la montagne. Et il a comme caractéristique d'être constamment en mouvement. Et de circuler dans des réseaux ou hors des réseaux. Voilà, il est toujours qualifié. Et surtout, parce que je parle de ça dans un cadre qui est celui de ce qui s'appelle les trois trésors. Oui. Il y a le chi, qui est l'énergie, le souffle, le mouvement. Tsing, c'est plutôt... c'est compliqué à définir, c'est la racine de la substance, le fait qu'il y ait quelque chose. Et Shen, ce serait l'esprit. Et l'esprit, et le chi, c'est celui sur lequel on peut agir. C'est pour ça qu'on s'intéresse autant à l'énergie. Parce que c'est là où on peut agir par l'alimentation, par les massages, les aiguilles. Ouais. Et alors, quand on pratique le Qigong ou le Tai Chi, au bout d'un moment, vous êtes sans doute d'accord avec ça, Marc, on sent réellement qu'on sculpte dans l'air des formes qu'on sent très, très clairement. Oui, tout à fait. Et qui sont justement spiralées. Oui. Bien sûr. Rondes, etc. Oui, c'est ce mouvement. Donc le Qi circule de manière circulaire, alors, aussi. Oui. Mais spiralé, c'est pas mal, parce que c'est beaucoup utilisé comme terme. Voilà. Oui, spirale. Alors, vous parlez également d'un autre concept important que vous pouvez peut-être éclairer là pour nos auditeurs, c'est toujours intéressant. Vous dites le yin et le yang ne sont pas opposés, mais plutôt en relation. Qu'est-ce que c'est le yin et le yang ? Alors,
c'est un peu... Je suis obligé de rentrer un petit peu dans des détails. C'est-à-dire que d'abord, la formulation n'est pas... En tout cas, dans le livre, c'est pas le yin et le yang. C'est yin-yang. Ah oui. C'est yin-yang. Il n'y a pas deux objets qu'on séparerait et qu'on mettrait en relation. Il y a une réalité yin-yang. Et on le dit même rapidement comme si on ne voulait pas les séparer. Comme si on ne mettait même pas une respiration entre les deux. Yin-yang. C'est une pièce de monnaie à deux faces. Ouais. Alors, même yin-yang sont des termes assez... rentrer dans l'idéogramme. L'idéogramme représente une colline. Et puis, pour yin, maintenant, il y a des nuages. Et yang, la colline, la même, et le soleil et des choses, des êtres, des choses qui s'agitent. Et alors, une des meilleures, je ne vais pas dire traduction, mais description qu'on a été faite, c'était celle d'un sinologue, Marcel Granet, qui avait parlé d'Adret et du Bac. C'est-à-dire, c'est la même colline, mais la vie n'est pas la même. C'est pas la même végétation, c'est pas la même chose d'être sur le versant ensoleillé ou d'être... Mais il n'y a pas possible, il y a jamais l'un sans l'autre. Ouais, c'est beaucoup moins simpliste que juste féminin, masculin, etc. quoi. Ah oui, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus vaste. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai découvert en vous lisant, je ne savais pas, ou j'avais oublié, mais non, je crois que je ne savais pas tout simplement, que finalement c'était noir et rouge. Oui, c'est pareil. On met noir et blanc. Ce qui serait intéressant de se poser la question, pourquoi nous obstinons-nous à mettre noir et blanc alors que c'est noir et rouge? On le met parce que, et même les Chinois, qui sont devenus la pointe de l'occidentalité, c'est parce que on fait justement le bien et le mal, le masculin et le féminin. On croit que j'allais dire, le noir, la profondeur, l'obscurité, la racine de la lumière, et le rouge, les couleurs. Le principe de tout ce qui jaillit est rouge. C'est l'été. C'est le moment où toutes les fleurs, toutes les couleurs sont là. Le rouge est mis au principe, pour moi, de toutes les couleurs. Ah ouais, c'est très différent. Et d'ailleurs, c'est pas seulement que c'est noir et rouge, c'est que le noir est en dessous et le rouge est par-dessus. Il y a un relief. C'est-à-dire que d'abord, il y a le fond noir. Le fond noir qui est le mystère, qui est là où on va pendant la méditation, qui est là où on va quand on dort. Et puis, le jaillissement de l'énergie, le rouge, qui monte et qui redescend. Ah ouais, c'est très différent. Ah oui, c'est immense. Moi, ça a bouleversé ma vie quand j'ai entendu ça la première fois. Ouais. Vous en avez très bien parlé parce que c'est un concept très difficile à expliquer. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai bien parlé, mais oui, c'est... Alors le pire, si je veux être un peu... c'est que ce n'est pas vraiment des concepts. C'est des notions qu'on ne peut aborder au fond que poétiquement. Les mots sont là pour nous faire sentir quelque chose qui, de toute façon, est au-delà de tout ce qu'on va pouvoir définir. Oui, cette notion de poésie, elle est souvent associée d'ailleurs. Par exemple, j'ai connu un maître du Wudang d'art martial taoïste. Et typiquement, il va faire une pratique avec une musicienne qui joue du guzheng. Oui. Donc, c'est une performance poétique, en fait. Ah, mais toujours. De toute façon, c'est poésis, ça veut dire action. Ah ouais, en grec. Ah, je savais pas. Et c'est de l'action. C'est de l'action à l'état pur. C'est tsöjan, le jaillissement. C'est... oui. C'est beau ce mot de jaillissement, je trouve. Oui. Tsöjan, ce qui jaillit par soi-même. On appelle ça des fois la spontanéité. Mais c'est comment les choses se font, sont là. Les bouddhistes disent ta. D'accord.
Ouais, je fais du bruit avec ma gourde, mais bon. Voilà, je m'hydrate. Tout ça nous amène bien quand même le jaillissement à la question du printemps, non ? Oui. Parlons du printemps. Alors effectivement, le chi, pour parler du chi, ça monte, ça descend. L'exemple type, c'est les saisons. Voilà, c'est les saisons. C'est les saisons du chi. Ces saisons, c'est les saisons de la journée, les saisons de l'année, les saisons d'une émission. Ça monte, ça culmine, ça redescend. De n'importe quoi, on peut le voir sous tout ce qui naît se développe, dépérit, meurt pour renaître, etc. On peut le décrire par les saisons. Hein, et voilà. Et donc le printemps, effectivement, on est dedans. Ouais, alors ce qu'on disait, c'est que, en aparté, que le 21 mars pour nous en Occident, c'est déjà le point culminant du printemps en médecine chinoise. Oui. Puisque ce printemps a démarré le 15 février. Voilà. Alors avant de parler de notre thème oui. Et du printemps qui est associé, on va à nouveau écouter un morceau de Nicolas Parent. On écoute le morceau Libération. Alors. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Je suis en bonne compagnie avec Marc Sokol, toujours aujourd'hui, et on s'appuie sur sa dernière publication, Initiez-vous à l'énergétique chinoise chez Larousse, paru en 2024, et notre thème est aujourd'hui des articulations du souffle-énergie. Alors je vais lire un passage, on parlait du printemps, qui est la saison du moment, et je vais lire le tissu associé, puisque Marc va sans doute nous parler des différentes choses qui sont associées à cet organe. Le dynamisme du bois est lié aux muscles et aux tendons, tout ce qui nous permet de nous dresser, de nous diriger vers l'objet de notre désir, de nous mouvoir, mais aussi de saisir. Les massages liés au bois s'effectuent par des saisies des masses musculaires. Notre système musculaire est en relation avec l'aspect guerrier de l'énergie du foie. Henri Laborie a démontré que les deux comportements satisfaisants en cas d'attaque étaient le combat ou la fuite, tous deux liés au bois et aux muscles. Si on ne peut ni faire face ni fuir, cette énergie libérée par le corps reste bloquée et crée certains dommages. Oui. Alors, quel est ce lien entre
l'élément bois, le printemps, les tendons. Alors, voilà. Je vais me permettre la manière, je remonte un tout petit peu en amont, Oui. la manière de décrire que va avoir la pensée chinoise, elle va parler de ce qu'on appelle cinq dynamismes. Moi, je le traduis par dynamisme. Beaucoup de gens le traduisent par élément. Ça me gêne un peu parce que quand on voit l'idéogramme, il n'y a pas grand-chose qui fait pencher du côté de la traduction par élément, sinon l'habitude. C'est vraiment 5 manières de bouger. Et dans tout, dans les plantes, dans la nature, dans l'art, voilà. Et c'est comme si il y avait des choses qui montent, qui poussent, qui se développent. Il y a des choses qui descendent. Il y a des mouvements qui s'élargissent, des mouvements qui culminent, des mouvements qui s'enfoncent. Dans n'importe quoi. Souvent, je dis en plaisantant, c'est un peu comme si un mathématicien discutait avec un musicien et qu'il lui dit « Je connais rien à la musique, mais je sens qu'entre mon équation et ta symphonie, ça va vers le haut ou ça va vers le bas. » Et comme si on faisait plus attention à ça et secondairement, à savoir si c'est un mouvement, si c'est une émotion, si c'est une plante, si c'est un animal, on regardait d'abord comment ça bouge. Et alors, le dynamisme qui est référé au printemps s'appelle le bois. Le bois, c'est ce mouvement de poussée. C'est ce que nous avons de commun avec le brin d'herbe. C'est-à-dire le fait que ça monte vers le haut, malgré la pression atmosphérique qui tendrait à écraser. Et donc, ce dynamisme-là, ce mouvement, on va le retrouver. Alors, il va y en avoir 5, ils vont avoir des relations entre eux, des antagonismes, des tas de choses. Mais ce mouvement-là, quand on incarné dans le corps, c'est un peu comme un jeu de portrait chinois quand on était petit. Si c'était une partie du corps, ce serait les muscles. Ce serait ce qui fait bouger. Si c'était une danse, ce serait ceci. Si c'était un tableau, et on peut jouer comme ça et voir. C'est vraiment, c'est très enfantin, mais enfantin avec lequel on construit un empire, des maisons, une famille, enfin tout ça. Comment ? Donc voilà, dans le corps, c'est les muscles, les tendons, les ongles, tout ce qui et le regard, tout ce qui fait qu'on va aller vers quelque chose. Le désir, la colère, tout sauf l'indifférence. Ouais, d'accord. C'est pas printanier. C'est super. C'est vrai que les tendons, en tous les cas, ça évoque bien la même poussée que les branches au printemps des arbres qui sortent du bois. Tout à fait. Mais on va le retrouver même dans un plat. Par exemple, certains plats vont immédiatement vous mettre en mouvement. Certains plats un peu pimentés ou l'alcool vous met en mouvement. Et ça, voilà. Après, c'est complexe. Il y a des choses. D'un côté, ça stimule, de l'autre, ça inhibe, etc. Mais on sent qu'il y a un jeu et qui est ouvert sur tout ce qui arrive. C'est pour ça qu'on va pouvoir répondre à des problèmes aussi bien par une couleur, une musique. La musique peut jouer un rôle là-dedans. Voilà. Donc, ce mouvement du printemps, ce mouvement du bois, ça monte, voilà. Et c'est les tendons, les muscles, mais aussi l'imagination. Parce qu'elles ont la capacité à voir quelque chose qui n'est pas encore là. Le projet, l'artisan qui touche un morceau de bois et qui voit déjà la table qu'il va pouvoir faire. Ça, c'est le même dynamisme. Alors, c'est le voir, mais il y a le voir concret. Pourquoi c'est associé aux yeux, le foie, alors ? Justement, c'est le voir. Voir, c'est avoir une relation avec quelque chose qui est à une certaine distance. Mais c'est aussi, par exemple, si on a l'idéogramme des yeux associé à la nuit, c'est le rêve. Ah oui. Et le rêve est aussi du domaine du bois. Comment ? Ah ouais. Voilà. Et on sait bien maintenant,
C'est intéressant. Alors, ce qu'on peut peut-être dire à nos auditeurs, c'est que c'est un système hyper complexe, avec des saveurs, des verbes d'action, Voilà. qui tous... Peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de tout ce qui est... Vous nous en avez déjà parlé pas mal, mais d'autres choses sur la saveur, peut-être. Alors la saveur, c'est un thème un peu complexe. Je m'y intéresse beaucoup. C'est complexe parce qu'elles ont souvent des impacts doubles. Par exemple, le piquant fait sortir l'énergie du bois, mais en même temps, il la disperse parce qu'il la fait sortir, justement. Bon, là, il y a tout un jeu dans lequel il faut rentrer assez... mais oui, tous les éléments, toutes les choses que nous percevons, les Chinois vont les ranger dans ces 5 dynamismes. Ouais. Pour les utiliser. Hein, c'est pas... Et encore une fois, c'est pas vraiment des éléments. C'est plutôt quelque chose de très dynamique. C'est constamment en relation les uns avec les autres, et en plus, ils s'inhibent ou ils se nourrissent. Donc quand j'en dis un, potentiellement, je dis les 4 autres. Et le verbe d'action qui correspond au foie, c'est quoi? Si on donnait un verbe d'action... Alors oui. Les 3 mois de... Voilà. Dans le texte du Sowen sur les saisons, les 3 mois du printemps sont appelés fashion, jaillir et déployer. Ah, c'est joli. Et je fais le mouvement, je fais le mouvement du tireur à l'arc, parce que le terme fa, jaillir, c'est la clé il y a l'arc. Et oui. Il y a la notion de l'arc. Donc, c'est jaillissement. Ouais. Jaillir, déployer. Ça, c'est le printemps. Ok. Mais plus l'été. L'été, c'est autre chose encore? L'été, c'est fleurir. L'été, en été, il n'y a plus la violence du printemps. Il n'y a plus la pulsion. Il y a l'ouverture. Des fois, je dis en plaisantant, le printemps, c'est comme quand on veut séduire. On essaye, on avance. Et l'été, c'est quand on arrête et que simplement on s'ouvre. Et ça a même l'air d'être une chute relativement. D'ailleurs, on tombe amoureux. C'est mignon. Oui, c'est plus, on n'essaye plus de provoquer, on ouvre. Et c'est important parce que beaucoup de gens sont bloqués sur ça. C'est-à-dire que il est difficile. Pour moi, le bois, le printemps, c'est la poussée désirante. L'été, c'est l'ouverture de la fleur. Le texte qui parle de l'été, il y a l'idéogramme des fleurs constamment. Il y a plusieurs verbes, etc. Mais il y a toujours cette notion de l'ouverture. Ouais. Ça, c'est l'été. Le printemps, c'est la montée. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a ce côté martial, mais pourtant, il n'y a pas le métal. Le métal, c'est à l'automne. Oui. Donc, le martial du sabre, c'est... En fait, le métal, il va couper le bois, c'est pas... C'est ça. Hein? Le métal, il va trancher. Il va séparer. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce qu'on garde pas. Le tien, le mien. Le métal, il est en rapport avec la peau. C'est-à-dire, du point de vue du métal, à 5 cm de moi, c'est pas moi. Et quand je touche ma peau ou quand si j'enfonce une aiguille, c'est moi. Du point de vue du bois, je dis souvent, moi, c'est partout où je peux voir et éventuellement saisir ou au contraire. Et l'été, c'est partout où je rayonne. Tous les fils du cœur qui nous relient, même à des gens qui ne sont plus de ce monde. C'est beau. Ouais. Ça, c'est l'été. Enfin, c'est le feu. Alors, puisqu'on y est alors sur l'automne et l'hiver, qu'est-ce que c'est? L'automne, c'est la séparation. Ouais. C'est en même temps le moment où on rentre. Et en automne, dans la tradition chinoise, on rentrait. On mettait les récoltes dans des silos. Ouais. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les instruments qui avaient servi à la récolte, on les transformait en armes de guerre
pour défendre nos récoltes contre les pillards. C'est le moment où on est dans le tien, toi et moi. Problématique de l'automne, du métal, c'est séparer, distinguer. Ouais. Et en hiver, c'est encore autre chose, c'est la plongée dans la profondeur. En automne, tous les mouvements, par exemple dans les pratiques corporelles, les mouvements où on ramène vers soi, c'est automne. Et les moments où vraiment on descend, on s'enracine, ou la méditation, ou tout ça, c'est l'hiver. Et oui, on amène vers la terre. On enfouit ça dans la terre profondément. Exactement. Alors avant de reparler des articulations des membres et du mystère du cou et des cervicales, on va écouter un autre morceau de Nicolas Parron et de cet album Dreaming Guitar paru chez Sésame Music Agency, librairie musicale indépendante. On écoute le morceau Friday. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous êtes toujours dans Respiration, respirons ensemble, encore avec Marc Sokol. Et on aborde plus spécifiquement maintenant notre thème, les articulations des membres supérieurs et leur rôle dans les différentes modalités de la communication avec le monde. Si je peux me permettre... Oui. Pour parler un peu des articulations, c'est un thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette année. Ce qui me passionne dans les articulations, c'est qu'elles pivotent autour d'un vide. Elles fonctionnent, elles mettent en relation deux structures différentes, et elles fonctionnent parce qu'au centre, il y a une vacuité. Et c'est en ça qu'elles sont de la nature de l'esprit. Parce que l'esprit pivote autour du vide. Il faut qu'il y ait du vide pour que l'esprit jaillisse. C'est pour ça que pour moi, clairement, les pratiques de mouvement sont, au sens fort, des pratiques spirituelles, des pratiques de l'esprit. Et à partir de là, j'ai travaillé pas mal cette année sur la différence entre ce qui se passe au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire les différentes étapes par lesquelles l'énergie de la Terre va venir jusqu'au bassin.
puis du passage du bassin jusqu'au centre de la poitrine. Et là, au niveau des épaules, des coudes, des poignets, des doigts, les différentes étapes par lesquelles nous allons communiquer avec le monde, nous ouvrir. Donc, ce qui est monté est arrivé jusqu'au centre de la poitrine, et là se développe vers le monde extérieur, l'aboutissement en étant la main. Mhm. Voilà. Tout ça en passant à travers des lieux. C'est pour ça que c'est si important, ces mouvements. Et que dans ces mouvements qu'aujourd'hui on appelle Qigong, Mhm. il y a beaucoup plus. Il y a vraiment une véritable danse de l'esprit. C'est pas une gymnastique subtile, c'est plus que ça. Bien sûr, moi je trouve qu'on y retrouve en fait l'expérience du corps-esprit qu'on a Voilà, avec c'est la ça. méditation. C'est exactement ça. Par l'alignement des cervicales, le cerveau relié au reste du corps, Exactement. il va y avoir une communication et le corps est le lieu d'une expérience. Alors, comme vous le dites, là, il y a effectivement cette montée par les cervicales. Bon, voilà, je me réserve un peu de travailler là-dessus l'année prochaine plus, parce que c'est un univers. Il y a comme un escalier avec 7 cervicales Ouais. qui nous amène jusqu'à cet univers étrange qu'est la tête avec ses 7 trous Ouais. qui permettent de communiquer avec le monde, qui font référence aux orifices inférieurs. Là, il y a tout un univers qui est vraiment lié à la transformation taoïste et à l'alchimie. Vous reviendrez, Marc, j'espère. Volontiers, oui. Volontiers. En tous les cas, ce que vous nous avez transmis là, c'est magnifique. Vous voyez, déjà, si on peut se dire que les articulations du membre inférieur, leur propos, c'est d'amener l'énergie jusqu'au bassin, et les articulations du membre supérieur, c'est d'ouvrir pour aller vers le monde. C'est pour ça que en bas, il faut être plein, la proposition, c'est Ouais. d'être plein. C'est Ouais. ce que disent les Chinois, ventre plein, Ouais. cœur vide. Cœur vide, ça ne Eh veut pas oui. dire qu'on n'a pas de cœur. Hmm. Ça veut dire que c'est le contraire du cœur gros. Mais oui. Voilà. Et en fait, ça rejoint tout de suite cette pensée taoïste sur le fait que la roue, elle est là parce qu'il y a du vide au milieu. C'est toujours ça. Ouais. C'est la gestion du plein par le vide. Hmm. Je vais faire remarquer tout à l'heure. On parlait d'yin-yang. On dit toujours yin-yang. Jamais yang-yin. Ah oui. C'est l'accueil, Hmm. l'ouverture Ouais. qui est première. Ouais. Après le yang. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment voilà, la gestion Très du beau. plein, mais par le vide. Hmm. D'abord on écoute, après on parle. Hmm. Et puis regardez comment souvent on est conditionné par le yang, on veut aller vers le monde. Ah ouais, c'est Et il sûr. faut vraiment que ça voilà. Après il faut que ça s'articule. Bah, disons qu'en termes énergétiques, cette société où les gens ne sont plus sur la Terre, où ils vont pouvoir retrouver de la racine, de la connexion qui passe par ce bassin, hein, où tous les objets, le téléphone, l'informatique, font monter le chi en haut. Oui, Vous êtes je d'accord avec suis moi? complètement d'accord. Ça amène du stress et de l'agitation. Mais Et voilà, c'est... ce qui est intéressant quand on regarde ces textes, les textes chinois, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 4000 ans, ils disaient exactement la même chose. Ils disaient les gens d'aujourd'hui sont des excités. C'est génial. Et dans le temps, on savait vivre. Puis c'est hyper drôle. Ah, c'est très drôle, parce que c'est vraiment la Ah bah première dis donc, chose. s'il venait maintenant, Ah, qu'est-ce bon, qu'il dirait? Oui, oui. C'est incroyable. Moi, je pense qu'on a un peu perdu et qu'il nous faut le retrouver si on veut survivre, à mon avis, cette vitesse de la plante. Oui. Oui, une sorte d'éloge de la lenteur, de la tranquillité. Et du vide aussi, Et du c'est-à-dire vide, même voilà. s'ennuyer. Mhm. J'étais récemment dans un restaurant et une famille était là avec 2 petits garçons et ils ont
pris leur téléphone et ils les ont mis devant les mignons, une vidéo donc dont nous on a profité aussi, Voilà. pas du tout agréablement, mais voilà, c'est cette peur du vide, c'est terrible. Ça fait partie des grandes choses que cette vision du monde, cette sensibilité nous aide à laisser s'épanouir. Effectivement, de prendre le temps, de laisser se déployer et d'accepter et même de chérir le vide. Et de faire le vide en nous. Oui. Alors Marc, on approche de la fin de l'émission, malheureusement. Donc, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Donc, vous nous avez parlé de votre intérêt pour la région du cou et des cervicales. Oui, mais ça, j'en reparlerai plus. Oui, bon. Cette année, j'ai beaucoup travaillé comme ça sur les articulations. Je ne sais pas, ça m'a pris. Mais voilà. Par ailleurs, je m'intéresse beaucoup à ce qui fait écho à tout ça dans les traditions occidentales. Donc, je fais souvent des ponts avec certains aspects de la pensée initiatique, occidentale, qui, moi, m'intéressent. Et donc, voilà, j'en suis là-dedans. Très bien. Et est-ce que vous avez une conférence ? Vous en avez fait une il n'y a pas longtemps ? Non, j'en ai fait beaucoup ces derniers temps. Ouais. Et là, il va y avoir le repos. Un petit temps, voilà. Je ne sais même pas s'il y aura un stage cet été. D'habitude, je fais souvent un stage d'été. Ouais. Mais pour ça, il faut me contacter ou il faut aller voir sur mon site. D'accord. On mettra un lien de toute façon, comme toujours, puisqu'on peut réécouter cette émission en podcast. On mettra un lien vers votre site et on découvrira ainsi la manière de vous toucher et de suivre votre activité. Merci beaucoup. Un grand merci, Marc. Merci. C'était très, très plaisant. Alors nous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve avec Christine Jordis pour un beau programme qui est Lire, voyager et rêver. Vous aimez le voyage, Marc, qui est paru chez Bouquin. Donc c'est deux de ses ouvrages qui sont réédités. Et elle va nous parler de sa passion pour la littérature anglaise. D'ici là, portez-vous bien et appréciez ce beau printemps si précoce. Je remercie Armand à la technique. Pour respirer. 5 minutes pour s'arrêter. Voilà. 5 minutes contre la pression qui monte. Vous écoutez Aligre FM 93.1.